T'as pas le son? On n'a pas le son. Eh bien, bonjour à tous. Nous commençons par une panne de son et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment. Ça commence dès le début quand on a un problème technique. Nous, on adore, on s'adapte et on est très, 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 très content de vous retrouver pour cet épisode numéro 60. Je m'appelle Audrey Deléris, je suis chasseuse de tête au sein du cabinet Fed Legal et je suis cofondatrice du Fit Network avec Pierre ici présent, le réseau de juristes dans la tech. Et donc, je ne suis pas seule, du coup, pour co-animer cette émission. Nous sommes trois. Comme vous le savez déjà, je suis accompagnée de Pierre Landy et Lindia Le Sauvage. Pierre, tu es ancien directeur juridique de Yahoo et de la licorne Ledger, cofondateur de l'Alliance d'avocats européenne ENCO et exécutif mentor pour les directeurs juridiques et tout ce qui est top management en entreprise. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, c'est la 60e, les amis. 60 épisodes, incroyable. Merci Pierre d'être toujours autant aussi enthousiaste. On verra quand on sera à la 500e comment nous serons, mais j'en suis sûre, nous serons toujours aussi enthousiastes. Lindia Le Sauvage, c'est la troisième acolyte de la bande. Lindia, comment tu vas aujourd'hui? Ravi de fêter notre anniversaire, notre 60e émission et de recevoir Alexia. Je suis ravie. Alors, Lindia, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ma chronique, ça va être les émotions dans le monde du travail. Tout un programme, on a hâte d'écouter ta chronique qui sera juste après l'interview d'aujourd'hui. Et Lindia, pour te présenter, tu es la coach que tout le monde s'arrache, la coach de prise de parole en public, experte en média training et aussi en process com. Et tu accompagnes toi aussi bien les directions juridiques que le top management. Donc, merci à tous les deux d'être là parce que c'est quand même plus sympa d'être à trois pour accueillir notre invité qui est aujourd'hui Alexia Delahousse, VP Legal et Public Affairs chez Conto. Comment ça va, Alexia, aujourd'hui? Très bien, bonjour à tous. Je pense qu'on ne peut pas être vraiment mieux que mardi midi invité au Legal Club Sandwich. Je suis ravie de pouvoir partager un peu de mon expérience avec la communauté Fleet et d'autres juristes. Et donc, merci Audrey et merci Pierre, merci Pierre d'avoir pensé à moi pour ce 60e épisode. On est ravis tous les trois de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Avant qu'on parle vraiment du vif du sujet qui est activité réglementée, cauchemar ou opportunité, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs, Alexia? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai un double cursus école de commerce puis droit. Après avoir passé le barreau, j'ai commencé comme avocate en M&A dans des cabinets d'avocats anglo-saxons à Paris et à Londres. Et donc, pour ne pas les nommer, Baker McKenzie et Descartes, pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Et au bout de donc un peu moins de 10 ans, pas forcément lassée des cabinets, mais avec envie de voir aussi autre chose, j'ai cédé début 2018 à l'appel de la Startup Nation. Et c'était le moment où le grand public avait découvert l'existence du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc, j'ai eu la chance de rejoindre Ledger en tant que juriste droit des sociétés dans l'équipe du coup de Pierre Landy. Et c'est là que j'ai découvert le métier de juriste dans la tech, avec toutes les problématiques qu'on connaît bien, les BSPCE, les levées de fonds, la gouvernance avec ses VC et puis évidemment l'hypercroissance. Et donc, ça a été passionnant. Et Ledger a été un vrai tremplin pour moi puisque ça m'a directement conduit à la direction juridique de Conto. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Conto, c'est un établissement de paiement licorne française qui offre des comptes pro aux indépendants TPE, PME. Et donc, on a le statut d'établissement de paiement. On est donc une société régulée. Et on sera totalement dans le sens du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On est régulé par l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, au même titre que les banques et les sociétés d'assurance. Merci pour ta présentation, Alexa. Donc, c'est vrai, quand on pense banque, on dit activité très régulée, on pense à plein de choses, réglementation, autorisation, agrément, etc. Est-ce que tu auras un message déjà, avant de commencer, à faire passer à nos auditeurs? Oui, Est-ce que tout à c'est un fait. cauchemar, travailler dans une activité Ouais, réglementée? ouais, voilà. Donc, la question entreprise régulée, cauchemar ou opportunité. Alors, c'est vrai que le mot d'activité régulée ou même le mot de régulateur fait peur. Ça fait peur aux fondateurs, évidemment. Ils se demandent ce qu'ils vont aller faire dans cette galère. Ça fait peur aux investisseurs, puisque qui dit entreprise régulée
dit plus de risques et puis plus de lourdeur administrative. Et puis ça fait peur aux juristes aussi, hein. Ils y voient leur potentielle nouvelle bête noire. Les juristes sont déjà débordés, surmenés. Et alors, dans une entreprise régulée, il va falloir en plus se rajouter un bloc entier de travail, la réglementation, le réglementaire. Et évidemment, souvent sans ressources supplémentaires. Mais le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui est plutôt un message optimiste. Je pense qu'en réalité, le fait de se développer ou de développer une entreprise dans un secteur régulé, le fait d'entreprendre une activité réglementée peut être un véritable atout pour scaler plus facilement. Et donc, on verra pourquoi. En tout cas, ce qui est vraiment marrant, Alexa, c'est que tu es presque passé, j'ai envie de dire, du Far West avec la blockchain, le Bitcoin, etc. L'activité réglementée, c'est le grand écart dans toute sa splendeur. Exactement. Contrairement à Conto, effectivement, au moment où je suis arrivée chez Ledger, alors c'est plus totalement le cas aujourd'hui, hein, dans la crypto, mais au moment où je suis arrivée chez Ledger, le monde de la crypto était quand même effectivement complètement dérégulé, une sorte de Far West. Et ça m'a conduit directement chez Conto, qui est le parfait opposé, puisque c'est un secteur régulé, et régulé dans les secteurs financiers. Donc, tous les sujets de compliance et de réglementation sont absolument essentiels et totalement prégnants. Donc, un vrai grand écart. Moi, tu Parfait. as une première question pour Alexia, du coup. Oui, enfin non, c'est ça, je me demandais, Conto, parce que j'ai vu beaucoup de pubs, il y a pas mal de pubs en ce moment et tout. Vous êtes nombreux, il y a combien de salariés, enfin c'est quoi un peu les stats avant peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet? Ouais, tout à fait. Donc, en termes de grands chiffres, donc Conto a été fondé il y a 7 ans. Aujourd'hui, on a 400 000 clients qui sont tous des entrepreneurs ou des entreprises ou des freelances et 1300 salariés, donc répartis sur 4 juridictions, France, Italie, Espagne, Allemagne. Et à la direction et à la direction juridique, on est aujourd'hui, enfin, sachant que la direction juridique, c'est une direction juridique qui englobe aussi les affaires publiques et l'impact. Donc, une sorte enfin, de la RSE, mais avec une véritable ambition d'intégrer notre impact environnemental et social au cœur de notre stratégie. Donc, une direction juridique assez large et on est à peu près 25 membres organisés autour de grands pôles et de fonctions en fonction de l'expertise de chacun. Ok, D'accord. bah, écoute, merci pour cette présentation. Moi, je vais me lancer avec une première question. Alors, vous avez remarqué, hein, si vous êtes des auditeurs de Legal Club Sandwich depuis un moment, on aime bien mettre des titres un peu accrocheurs. En anglais, je crois qu'on dit clickbait. Et donc, évidemment, on a utilisé le mot cauchemar dans l'émission pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, ma première question, c'est le fait de travailler dans un secteur réglementé qui est donc ultra complexe. On a les mots qui viennent en tête, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la lourdeur administrative, les process. Est-ce que c'est pas juste, quand on dit ça, juste la définition du cauchemar pour un juriste, Alexia? Ouais, alors potentiellement la définition du cauchemar pour l'entrepreneur et pour le juriste. Effectivement, la lourdeur administrative, comme tu le disais Pierre, c'est le cauchemar de l'entrepreneur, c'est véritablement ce qui l'empêche de se concentrer sur la stratégie de son entreprise. Et c'est encore pire, a priori, quand on opère dans un secteur réglementé. Plus de process, plus d'obligations, plus de réglementation. Euh, et pourtant, ben, effectivement, donc l'entrepreneur peut voir ça vraiment comme un véritable frein à son développement. Et c'est un peu pareil pour le juriste, comme je le disais tout à l'heure. Le juriste, quand il arrive dans l'entreprise, généralement, bah, ses ressources sont limitées et il a déjà énormément de domaines du droit à gérer, hein. Le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit des contrats, le droit des données personnelles, le droit du travail, le droit commercial. Et en plus, il faut se rajouter une nouvelle brique qui est le réglementaire et qui généralement n'est pas des moindres. Par ailleurs, c'est une pression supplémentaire pour le juriste, puisque le juriste se retrouve confronté à des risques majeurs et un risque principal de poursuite de l'activité. Comme on le sait, sans licence, dans un domaine réglementé, on n'a plus d'activité. Et donc pour le juriste, c'est particulièrement difficile parce qu'il a plus de risques, plus de travail, il n'a pas forcément plus de ressources parce que, comme beaucoup de juristes, il est vu comme un centre de coûts, il n'est pas vu a priori comme un centre de revenus. Et donc, il doit assumer cette responsabilité supplémentaire, ce risque, cette exposition au risque supplémentaire, sans pour autant avoir beaucoup plus
de ressources. Et on voit bien que pour le juriste, être confronté à tout moment à un risque de sanction qui peut être très élevé et qui peut aller jusqu'à le retrait de la licence, c'est assez difficile à gérer et c'est une pression supplémentaire. Et de ce point de vue-là, on peut concevoir, on peut imaginer que l'activité réglementée peut être perçue ou vécue comme un cauchemar pour le juriste. Alexia, j'ai une question qui me vient, parce que là, tu as parlé, tu as le scope affaires juridiques, qui est le scope classique, entre guillemets, d'un general counsel. Tu nous as parlé aussi affaires réglementaires et impact. Donc, ça fait beaucoup. J'imagine, enfin, j'espère pour toi, mais tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu as eu les trois dès le départ ou c'est venu progressivement? Non, non, c'est complètement venu progressivement. Donc, j'ai D'accord. commencé en fait comme juriste unique avec un rôle de direction juridique, mais c'était pas vraiment une direction juridique puisque j'étais toute seule, mais avec le projet de développer cette direction juridique. Et donc, j'ai commencé par développer la direction juridique avant de pouvoir développer d'autres champs d'expertise. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et c'est là aussi, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard, que je pense que travailler dans une activité, dans une entreprise réglementée pour un juriste, c'est une opportunité. C'est que avoir les affaires publiques et rattacher les affaires publiques au juridique est beaucoup plus évident, beaucoup plus naturel dans un secteur réglementé. Donc, je pense que c'est une chance pour le juriste aussi de pouvoir étendre son scope au-delà du juridique et donc de développer des nouvelles expertises et de créer de la synergie, puisqu'encore une fois, il y a à la base une bonne synergie entre les affaires publiques et le juridique, mais je trouve que c'est encore plus évident. Ça justifie encore plus le développement des affaires publiques quand on est dans un secteur réglementé. Et je sais que Linda a une question, mais j'ai aussi une autre question qui me vient, Alexia. Donc, on se remet, tu es chez Ledger, tu as cette opportunité qui arrive, tu sais que c'est une activité réglementée, tu n'as donc pas d'équipe encore, tu sais que tu vas être juriste unique, tu sais que ça va être compliqué. C'est quoi, qu'est-ce qui motive quelqu'un de se dire, mais non, en fait, ça va être un truc ultra compliqué, un challenge de fou, potentiel cauchemar, et pour autant, tu savais. Enfin, voilà, c'est quoi le driver à ce moment-là de se dire, on y va, on se plonge. Ouais. Alors, je pense qu'il y avait quand même une part d'insouciance, c'est-à-dire que je ne savais pas totalement tout ce qui m'attendait. Et parfois, je me dis, bah, heureusement. Mais il y avait quand même, en fait, j'avais beaucoup aimé l'expérience de la scale-up déjà chez Ledger. Je comprenais dans quelle mesure, enfin, en tout cas, j'en avais vécu l'excitation, l'hypercroissance, les projets dans tous les sens. Et ça m'avait plu. Et donc, en arrivant chez Conto, j'imaginais la même chose. Donc, il y avait une part d'insouciance, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il allait avoir à faire et à produire, et personne ne pouvait s'en rendre compte. D'un autre côté, une forme d'excitation d'avoir à revivre l'hypercroissance et la possibilité de se lancer dans des nouveaux projets absolument tous les jours, quoi. Ce que je trouve génial, voilà, je veux juste dire ça, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il faut le côté Mm. insouciant, il ne faut pas se poser 3000 questions quand on a une opportunité pareille. C'est génial, il faut y aller, puis après, on apprend en marche. Exactement, exactement. C'est super, super inspirant, je veux dire, inspiring. C'est mon côté Jean-Claude Van Damme qui revient. Lindia, je me tais, je sais que tu as une question. Et Alexia, ça fait 4 ans aujourd'hui, je crois, que tu es chez Ouais, Conto, un c'est peu ça? plus maintenant, ça va faire ouais, Un 4 peu ans. plus de 4 ans. Et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe alors? Alors, équipe juridique, enfin, équipe juridique Affaires publiques et impact, on est 25, sachant qu'aujourd'hui, la partie juridique représente la plus grande majorité de l'équipe. C'est du 20, 25, quoi, 24, quoi. Un truc comme ça. Belle équipe. Alors justement, on a vu la partie cauchemar chez les juristes, tu l'as développée. Maintenant, tu vas peut-être nous expliquer ce qui fait pour toi de cette activité réglementée une opportunité. Ouais, sachant que je pense que c'est une opportunité pour l'entreprise et je trouve que c'est une opportunité aussi pour le juriste. Mais du point de vue de l'entreprise, en fait, le fait d'opérer dans un secteur réglementé, forcément prépare mieux l'entreprise aux différentes étapes clés de son développement. Et si on le prend à l'inverse, arriver non préparé sur le plan juridique et de la conformité à des moments clés du développement de l'entreprise, comme par exemple à une levée de fonds, c'est véritablement un casse-pipe. Donc je suis convaincue que ce qui peut empêcher une entreprise de scaler, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, la French Tech est dynamique, mais ce qui peut empêcher une entreprise de scaler, c'est son manque de préparation sur le plan juridique et de la conformité par rapport à des moments charnières du développement où il ne faut pas se louper.
Et je vais prendre quelques exemples. Euh, du point de vue, quand on est dans un secteur réglementé, en tout cas dans le secteur réglementé dans lequel j'opère, pour la gouvernance, par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un certain nombre d'exigences qui sont requises, qui ne sont pas requises pour des sociétés qui sont non régulées, non réglementées, euh, comme par rapport à, par exemple, avoir un certain nombre de process, mais aussi avoir un membre indépendant qui dirige le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Et ça, je pense que c'est une richesse énorme pour une société d'avoir une gouvernance qui n'est pas complètement en vase clos uniquement avec les fondateurs et les VC, qui va chercher de la connaissance et du challenge auprès de tiers. Et on n'a pas besoin d'être forcément réglementé pour recruter des indépendants, mais on voit quand même bien que le réflexe naturel des sociétés, en tout cas au début de leur développement, c'est de ne pas s'embêter avec des externes, des tiers, et c'est plutôt fonctionner en vase clos. Mais en réalité, le fait de devoir professionnaliser son board assez vite, le fait d'être challengé, pas seulement par des investisseurs, mais par des tiers qui ont une vraie connaissance du secteur, en fait, ça a beaucoup de valeur. Et donc, rien que ça, c'est une obligation à la base, mais on voit bien que si on s'acclimate bien de cette obligation et qu'on en tire quelque chose, c'est en fait un atout par rapport à d'autres sociétés. Mais c'est la même chose en fait avec plein d'autres sujets. C'est ça, le fait d'être dans un environnement réglementé pousse la société à mettre en place une cartographie des risques très vite. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de directions juridiques qui n'ont pas de cartographie des risques ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre, alors qu'en fait, c'est hyper utile pour la société. Il y a aussi l'obligation d'avoir très tôt des commissaires aux comptes. Donc, ça veut dire que sur le plan des process financiers, on est plus élaboré, on gère mieux sa cap table et son plan d'equity puisqu'on doit reporter au régulateur régulièrement tout changement dans sa table de capitalisation. On est évidemment bien préparé à l'exercice des due diligence quand on veut lever des fonds et qu'on doit ouvrir la société à des tiers. Euh, deux points qui ne sont pas non plus négligeables, on est aussi mieux préparé à certaines opérations qui vont faire intervenir d'autres régulateurs. Chez Conto, par exemple, on a fait une opération de crowdfunding. Donc, le régulateur en question étant l'AMF. Et en fait, le fait d'avoir été en discussion permanente avec un autre régulateur, la CPR, nous prépare mieux aux échanges avec l'AMF. Mais je dirais même, au-delà de nous préparer mieux, nous donne une certaine légitimité et crédibilité dans les échanges avec l'AMF, du fait que l'AMF sache qu'on est par ailleurs régulé par un autre régulateur depuis des années. Et dernier point qui est assez intéressant, je ne sais pas si c'est vrai pour les autres régulateurs, mais en fait, les régulateurs, notamment en tout cas bancaires, bien sûr qu'ils regardent la conformité à un certain nombre d'obligations, mais ils regardent aussi la robustesse du business model. Et ça, c'est essentiel en fait. La licence, c'est pas seulement je check la box et j'ai respecté mes ratios financiers, mais c'est aussi est-ce que j'ai le business model suffisamment robuste pour mériter la licence que j'ai. Et ça, en fait, c'est une aide énorme parce qu'on sait très bien que le fait de confronter à l'épreuve du régulateur son business model va souvent nous permettre aussi d'en voir les lacunes ou même de le faire progresser, puisqu'on a eu ce challenge, en fait, le regard du régulateur. En tout cas, Je comprends. Ah, pardon. Bon, alors je dis vite, je dis juste qu'Alex a mentionné l'histoire de la savoir faire une bonne cartographie des risques et j'ai immédiatement noté ça pour un épisode de la saison 8. Voilà, c'est juste que j'ai trouvé l'idée géniale. Et donc voilà, si parmi nos auditeurs, il y en a qui ont une super méthode et qui veulent nous en parler, contactez-nous. Je pense que ce sera un super sujet pour la saison 8. Voilà, je me tais, Audrey. Pas de souci, Pierre, mais toujours en effet très preneur de très bonnes idées pour la suite. Pas de teasing, il y aura peut-être une saison 8, mais l'avenir nous le dira très vite. En tout cas, oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Alexia. Enfin, si je comprends bien, c'est que dans un secteur réglementé comme celui de Conto, comme il n'y a pas le choix de devoir répondre à plein d'obligations, ça vous prépare forcément pour la suite de manière beaucoup plus efficace. C'est ce que tu voulais dire, en tout cas. Ouais, c'est exactement ça. Le fait de se soumettre assez tôt à certaines obligations permet de les remplir sans avoir accumulé de la legacy. Et ça, le legacy, c'est un terme qui parle aux fondateurs des boîtes tech, sans avoir accumulé de legacy. Donc, la mise en conformité est plus facile, en fait, quand on est de début. On est forcément confronté à une forme de culture juridique ou réglementaire beaucoup plus tôt dans l'entreprise. On est obligé de mettre en place des process assez tôt. Ça permet parfois d'éviter certaines erreurs. Je prenais l'exemple de la table de capitalisation. Ma table de capitalisation, elle ne peut pas souffrir d'aucune erreur ou d'approximation puisque tous les 3 mois, le régulateur la check. Et en plus, j'ai des commissaires aux comptes qui ont une obligation, même pour une société quand elle est de petite taille. Et donc, on évite de traîner toutes ces lacunes-là. On arrive
mieux préparés face à une levée de fonds, face à une IPO, face à des opérations de croissance externe. Et là où, par exemple, pour prendre l'exemple de l'IPO, on imagine toujours que la marche à gravir pour devenir une société publique est énorme, et c'est le cas, elle est énorme, mais j'imagine que quand on arrive déjà un peu mieux préparé, la marche à gravir à la fin est moins haute. Donc, on peut aller potentiellement plus vite. Et comme on sait que le timing, le temps, la rapidité d'exécution sont essentiels dans le développement d'une scale-up, bah, c'est forcément un atout. Ok. Alors, et tu le disais en préambule, donc on a déjà un petit peu la réponse, c'est en effet une opportunité pour la société en elle-même d'être dans un secteur réglementé, mais c'est aussi une opportunité pour le juriste. Parce que Ouais, là, tu es passée toute seule à une équipe du coup de 25 personnes, c'est juste énorme en très peu de temps, en 4 ans. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en as ressenti et ressorti en tant que juriste, justement? ouais. Donc le premier point, c'est la question de la culture. C'est vrai que la culture du top management, mais aussi des opérationnels en matière juridique et réglementaire, elle est forcément plus importante. Donc on n'a jamais, enfin on peut toujours en avoir, mais je pense qu'on a beaucoup moins d'échanges qui sont des total dialogues de sourds avec des opérationnels. Ce qu'on peut peut-être avoir dans un secteur non régulé, où justement c'est un peu le Far West, et quand on arrive avec son langage juridique, on ne peut pas être écouté, personne ne nous comprend. Là, c'est quand même un peu différent. Les opérationnels, ils baignent dans une certaine culture juridique et réglementaire. Ils sont déjà dans le bain, ils sont forcés d'être dans le bain. Donc ça, c'est le premier point. C'est agréable d'arriver dans une culture juridique qui est donc une culture plus accueillante pour le juriste. Le deuxième point, c'est en termes de positionnement pour le juriste. Je disais que c'était une pression tout à l'heure de pouvoir être exposé à des sanctions, d'avoir un régulateur qui nous observe. C'est une pression supplémentaire. Les risques sont plus gros, mais en même temps, ça veut aussi dire, si on voit le verre à moitié plein, que le juriste est garant de la poursuite de l'activité. Et forcément, c'est valorisant pour le juriste et ça lui permet de trouver un positionnement plus central et plus stratégique dans l'entreprise. Le corollaire de ça, et évidemment, il ne faut pas trop en jouer, mais cela permet aussi d'avoir un vrai argument d'autorité à faire valoir dans un certain nombre d'arbitrages avec d'autres directions. Quand la licence est en jeu, il n'y a pas de discussion, puisque sans licence, il n'y a plus d'activité. Donc, évidemment, il ne faut pas en jouer, et il faut l'utiliser, cet argument, quand ça a véritablement du sens. Il faut l'utiliser avec un minimum d'intégrité, mais dans un certain nombre d'arbitrages qui sont utiles pour la société, c'est quand même une façon aussi pour le juriste d'asseoir une forme d'autorité. Euh, Après, autre façon de voir les choses, euh, la prise de poste potentiellement peut être moins difficile. Je me rappelle que quand j'ai quitté Ledger pour arriver chez Conto, j'entendais beaucoup d'homologues, directeurs juridiques raconter leurs premiers jours, leurs premières semaines dans leur entreprise en me disant qu'ils étaient arrivés dans une situation de chaos complet sur le plan juridique. Alors moi, je me disais, bon, je savais pas totalement ce qui m'attendait, mais qu'est-ce que je me demandais ce que j'allais trouver, surtout que j'étais censée être la première juriste. Et ben en fait, pour être tout à fait honnête, je suis arrivée chez Conto et il y avait déjà énormément de choses mises en place du fait des obligations réglementaires de Conto. Quand je suis arrivée, c'était en mars 2019. Conto avait une licence depuis juillet 2018. Et donc, depuis juillet 2018, il y avait énormément de choses qui avaient déjà été mises en place sur le plan de la conformité et même sur le plan du juridique. Pas par des juristes, mais il y avait déjà un certain niveau d'exigence. Et donc, je ne dis pas que la prise de poste a été qu'une partie de plaisir, il y a eu aussi des difficultés, mais en réalité, je n'ai pas constaté, je n'ai pas vécu le sentiment d'être submergée absolument et le sentiment d'un chaos autour de moi. Je dirais que la machine juridique et réglementaire était déjà en marche quand je suis arrivée chez Conto. Et Et elle je était pense que ouais, Avant, elle pardon. était en marche avec des avocats externes, du coup, avec qui travaillaient les fondateurs. Et au Ouais, bout d'un moment, ils se sont dit, parce que tu vois, il y a un moment, il y a un déclic, j'imagine qu'il se fait, il nous faut un directeur juridique. J'imagine qu'il y avait trop de trucs arrivés chez eux directement. Ils se sont dit, il faut que quelqu'un, même si tu avais toujours les avocats pour t'aider, mais que quelqu'un gère ce flux d'informations et l'organise. C'est ça un peu le trigger d'avoir quelqu'un qui vient. il y avait ça, mais je pense qu'il y avait aussi un autre trigger qui était celui vraiment du développement, de la croissance euh, via l'accélération des levées de fonds, etc. Et donc, c'était aussi pour ça que les fondateurs, ils ont choisi un profil qui avait un parcours qui venait du M&A. Ça faisait partie des critères du choix du directeur juridique, d'avoir quelqu'un qui va aussi pouvoir prendre en charge le M&A. Donc, le réglementaire
est évidemment une opportunité pour le juriste dans l'entreprise. Là, si je suis tout à fait transparente, un des gros drivers était aussi celui du développement, du financement, de la capacité à exécuter vite des levées de fonds et faire de la croissance externe. Et Donc, Lindia, je crois que tu as une question et une dernière question pour l'interview d'Alexia. On pourra poursuivre après les chroniques. Je te laisse en Ouais. parler et lui poser la question. Oui, une dernière question peut-être, Alexia, c'est quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs? alors, tout à fait. Alors, du coup, le premier conseil et qui coule complètement de ce qu'on s'est dit, c'est de ne pas avoir peur de devenir juriste dans une entreprise régulée, de ne pas avoir peur de se tourner vers des secteurs réglementés et d'y voir cette opportunité-là. En fait, une opportunité que la prise de poste peut-être soit plus fluide parce qu'il y a déjà des choses en place, l'opportunité de se positionner de façon très stratégique et centrale dans l'entreprise, l'opportunité d'avoir des meilleures discussions avec les opérationnels, l'opportunité d'étendre son scope et de développer aussi des affaires publiques très liées à la partie réglementaire. Donc voilà, ne fuyez pas. Et pour tous ceux qui travaillent déjà hein, dans un secteur qui est régulé, euh, j'ai envie de dire, il y a cette question, bon, il y a la réglementation et on fait avec, mais ce n'est pas qu'une question de réglementation, c'est aussi de manière plus générale une question de culture dans l'entreprise. Et cette culture, elle est évidemment diffusée par le top management, mais aussi par les juristes. Donc, pour ceux qui travaillent dans le secteur régulé, il y a une opportunité. Pour ceux qui ne travaillent pas dans des secteurs régulés, il y a peut-être des choses à prendre, certaines obligations, certaines pratiques, certaines habitudes certains points de contrôle qu'on peut mimer de ce qu'on retrouverait dans un secteur régulé et qui vont permettre aux juristes, en réalité, d'aller plus vite et de mieux préparer son entreprise aux étapes clés de son développement. Si jamais vous avez un peu de réticence de la part des fondateurs, parce qu'ils n'ont pas envie forcément de s'ajouter des obligations supplémentaires, euh, c'est assez facile de dire que de toute façon, à un moment, si on va vouloir vraiment grossir, on sera rattrapé par la patrouille. Et plus on aura fait tôt un certain nombre de choses, mieux on sera préparé et on ne se cassera pas le nez sur des opérations qui peuvent être en fait des opérations qui vont affecter la société si elle n'est pas prête. Merci Alexia. Donc le message, c'est n'ayez pas peur, allez-y, c'est passionnant. Vous voyez à quel point Alexia est passionnée et motivée par ce qu'elle fait au quotidien. Et aussi, si j'en crois ce que tu dis, c'est très important de prendre de l'avance pour être en conformité. Donc si vous êtes juriste et que vous entendez évidemment ce discours, attendez le replay et puis encouragez vos fondateurs à regarder l'émission. Je suis sûre que Alexia, tout ce que tu dis va pouvoir convaincre des fondateurs d'aller encore plus loin et encore plus vite. Il est temps de passer aux chroniques et nous allons commencer par la chronique de Monsieur Pierre Landy. Let's Attention, jingle. go! Jingle. We do. Vous avez mon problème de son, alors on danse pour ceux qui ne nous voient pas, donc Ouais, je crois qu'on on va n'entend pas en meubler, on fait. va chanter, On voilà. n'entend pas le jingle. Et attention, chronique de Pierre, à Oh, toi. on n'a pas entendu le jingle? Pas du tout, mais Mais c'est pas pas du grave. tout, on m'a vu danser sans avoir Et- le jingle. Mais ça n'a aucun ok, sens. voilà. Alors, je recommence, c'est reparti, re-jingle. C'est ça les joies du direct, c'est reparti. One, two, three. Cette fois-ci, We do. Ah, je pensais, je suis en train d'imaginer les gens qui regardent l'émission pour la première fois, qui ne savent pas qu'il y a un jingle, qui voient un dingue danser sans musique, qui doivent se dire, mais où est-ce que je suis? Donc, désolé tout le monde. Et d'ailleurs, on posera, j'ai vu que certains de vous ont posé des questions dans le chat pour Alexia. On posera ces questions à Alexia juste après les chroniques. Et donc, en parlant de chroniques, eh bien, moi aujourd'hui, pour une fois, je vais non pas m'adresser à vous, juristes, mais je vais m'adresser aux chefs d'entreprise qui se posent des questions sur à quoi elle sert-il donc cette bonne vieille équipe juridique. Eh bien, voilà, que vous soyez une grande entreprise ou une start-up en pleine expansion et vous avez maintenant une équipe juridique, eh bien, celle-ci, elle joue, vous l'avez compris, un rôle essentiel dans la protection de vos intérêts, dans la gestion de vos risques, mais comment, eh bien, optimiser leur contribution et comment cette contribution peut vraiment aider à la réussite de votre entreprise. Alors, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Vous savez que j'aime bien fonctionner comme ça. Alors, la première,
eh bien, intégrer votre équipe juridique dès le départ. Une intégration précoce de l'équipe juridique permet d'anticiper, Alexandre a parlé, les enjeux légaux, d'éviter les contretemps qui vont peut-être survenir en cours de route. Et j'ai envie de dire, dès que la société commence à prendre une certaine forme, commence à avoir eu peut-être sa première levée de fonds, sa série A, il est bon de commencer à avoir son juriste pour voilà, balayer les plus grandes problématiques. Et puis, voilà, dès que vous avez des nouvelles initiatives, des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouvelles idées, eh bien, intégrez votre juriste dès le début. Plus vous le faites tôt, mieux ça se passera. Deuxièmement, considérez votre équipe juridique comme un partenaire stratégique. Et vous savez, pour ceux qui suivent Club Sandwich, je dis toujours votre trusted advisor, votre espèce de Richelieu qui vous souffle des idées dans les oreilles. Le département juridique, bien sûr, c'est des connaissances et des compétences, mais ils peuvent vous offrir aussi, vos juristes, des insights précieux qui vont au-delà de la simple conformité, de la simple réglementation. Ils peuvent aider à orienter la stratégie de l'entreprise. Pensez voilà, à cet œil neuf, le bon sens près de chez vous qu'ont les juristes pour bien réfléchir avec eux à la stratégie. Donc, ne les percevez pas uniquement comme une fonction support, mais vraiment comme ce trusted advisor. Avant de prendre une décision d'investissement majeure, eh bien, d'ailleurs, vous le faites assez naturellement. Vous allez contacter votre équipe juridique pour faire une due diligence. Eh bien, c'est un petit peu cela. Pensez vraiment à tout ce qu'ils peuvent vous apporter et voyez-les au-delà du juste l'aspect juridique. Numéro 3, valoriser la formation au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que même si vous êtes très clair, vous, sur à quoi sert le juridique, c'est peut-être pas le cas de tous vos collaborateurs. Et encourager, en tant que dirigeant, la formation continue de vos collaborateurs pour que vos équipes, notamment celles qui ne sont pas juridiques, maîtrisent les fondamentaux du droit qui pourraient influencer leur travail. Et donc, les équipes juridiques, lorsqu'elles le peuvent, on propose souvent de faire des formations à l'intention des opérationnels. Et bien, lorsque le PDG prend quelques minutes pour introduire la présentation et pour expliquer l'importance de suivre cette petite formation, et bien, généralement, vous allez avoir plus d'attention des opérationnels et à charge après pour le juriste de faire que ces présentations soient créatives, fun, intéressantes, etc. Et voilà. Donc, moi, je pense que le premier exemple qui me vient, c'est vos équipes marketing. Eh bien, une petite formation en propriété intellectuelle de base, comment on utilise des musiques, des photos, des images, des sessions de droit, etc. Ça peut être très utile et faire gagner un temps précieux. Numéro 4, intégrer la vision juridique dans la stratégie globale. C'est-à-dire que, eh bien, soyez sûr que plus l'équipe juridique est informée, plus elle est informée en amont, plus elle est à même de prévenir les risques qui peuvent survenir. Donc là, vous me voyez arriver avec mes grands sabots, bien évidemment. Le directeur juridique est au COMEX et reporte directement au CEO pour être au cœur de la stratégie juridique de l'entreprise dès le départ. Voyez vos négociations, c'est mon point suivant, comme une opportunité stratégique. Vous savez, une discussion, une négociation, ce n'est pas toujours une bataille entre deux personnes et un qui doit gagner et l'autre qui doit être écrasé. Souvent, au contraire, eh bien, c'est une dynamique entre deux of course, visions différentes, mais ou avec des buts différents. Mais votre juriste peut être celui qui va permettre qu'on trouve des solutions mutuellement bénéfiques, des intérêts communs. Et l'attitude purement défensive n'est pas toujours celle qu'il faut demander à votre juriste, mais demandez-lui plutôt d'être celui qui va permettre de résoudre les problématiques. Que vous dire d'autre encore? Je fais attention au temps, je le sais, donc je vais assez vite, mais voilà. Pensez aux synergies des compétences, c'est-à-dire que ne laissez pas votre équipe juridique dans ce qui pourrait être perçu comme une tour d'ivoire. Au contraire, incluez vos juristes dans vos séminaires d'équipe. Si vous êtes l'équipe sales, l'équipe marketing, vous avez un juriste qui est dédié aux ventes, eh bien, considérez-le comme un membre à part entière. Invitez-le à déjeuner, permettez-lui d'assister à vos team meetings, permettez-le d'être assis avec vous éventuellement dans vos bureaux avec vos équipes. C'est vraiment voilà, la meilleure façon d'intégrer le juridique et de faire que celui-ci va vraiment comprendre vos enjeux. Moi, j'adore l'exercice de vie ma vie pendant une journée où certains sales vont passer l'après-midi au juridique et le juridique accompagne les sales en rendez-vous clientèle. C'est vraiment la meilleure façon pour que chacun travaille en totale synergie. Je termine avec 2 points très rapides. Un,
Pensez à ajuster vos ressources juridiques au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise. Alexa l'a très bien mentionné. Elle était toute seule au début. Maintenant, ils sont 23. En même temps, Conto n'est pas la même chose que ce qu'il a été il y a 4 ans. Et les fondateurs ont accompagné la croissance, leur croissance avec une croissance en parallèle, j'ai envie de dire, de l'équipe juridique. Voilà. Et puis, évidemment, au début, si ça met un petit peu de temps à se lancer, votre croissance, eh bien, pensez à des mécanismes. J'en ai déjà parlé dans des précédentes chroniques pour vos conseils extérieurs qui sont malignes. Pensez au système de virtual secondment, c'est-à-dire des détachements où les avocats ne viennent pas vraiment chez vous, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps, mais travaillent avec des packages d'heures. Pensez à négocier des deals si vous êtes une petite entreprise où les fees d'avocats vont augmenter au fur et à mesure de vos levées de fonds. Comme ça, il y a une espèce de win-win entre le cabinet et la société. Voilà, soyez un peu créatifs. Et enfin, pour terminer, eh bien, les erreurs comme les succès de votre équipe juridique sont des occasions d'apprentissage. Donc, cultivez cet esprit de continuellement apprendre. Faites des post-mortem et voilà, intégrez à chaque instant votre équipe juridique. Voilà, c'est un petit peu tous les conseils que j'avais envie de donner cette fois-ci aux chefs d'entreprise. Et j'espère que ça sera utile et que vous, juristes, vous leur passerez le podcast et leur direz de foncer à la minute, je ne sais trop combien, pour qu'ils écoutent cette partie du podcast. Merci à tous. Merci Pierre, mais en fait, écoutez tout le podcast parce que les conseils d'Alexia, ceux de Pierre, plus ceux de Lydia à venir, là, vous serez au top du top. Et je rappelle d'ailleurs, après cette longue chronique passionnante de Pierre, 1 minute. après on passe à Lydia, que le Legal Club Sandwich ne s'adresse pas uniquement aux juristes. Vous êtes évidemment bienvenus si vous n'êtes pas juriste. Tout le monde est bienvenu ici, donc on compte sur vous. Et maintenant, Tu jingle fais pour la bien suite de de le Lydia. mentionner. Je suis toujours inquiet pour l'agenda des dirigeants, mais tu as raison. À Lydia maintenant, top jingle. Ah, Lindia, maintenant, bien À sûr, Lydia. la fabuleuse Lindia et son non moins fabuleux Moi, jingle. sans jingle, je parle pas. Alors, sans transition, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des émotions dans le monde du travail. Beaucoup de gens pensent que les émotions, elles sont à la fois inutiles et même inappropriées sur le lieu de travail, mais c'est en fait tout le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les émotions, en fait, elles sont un aspect essentiel de notre vie et apprendre à les gérer correctement peut améliorer notre bien-être et notre performance. Donc, premièrement, il est important, évidemment, de reconnaître que les émotions, elles font partie de notre vie professionnelle, Monsieur Pierre Landy. Nous pouvons être heureux, tristes, stressés, en colère ou anxieux dans notre travail, tout comme nous pouvons l'être évidemment dans nos vies personnelles. Les émotions, Alexia, elles ne disparaissent pas lorsque nous passons la porte du bureau et elles peuvent même être exacerbées par le stress et la pression du quotidien. Cela signifie que nous devons apprendre à les gérer efficacement pour éviter qu'elles ne nuisent à notre travail ou à nos relations professionnelles. Alors, la première étape pour gérer les émotions, c'est de les reconnaître. On a souvent tendance, Audrey, à ignorer nos émotions ou à les refouler. Mais cela, elle ne les fait absolument pas disparaître. Au contraire, ça peut les rendre plus intenses ou même les faire ressortir de manière complètement inattendue. Donc, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et à pourquoi vous ressentez cela. Alors, par exemple, si vous êtes en colère, Audrey, envers un collègue, essaye d'identifier ce qui a déclenché cette émotion. Quels sont les faits et comment tu peux répondre de manière constructive. Pour identifier nos émotions, on doit apprendre à être conscient de notre état interne et nous pouvons commencer par observer aussi nos réactions physiques, telles que les tensions musculaires, la respiration rapide ou même la sudation. Mais ça nous indique en fait que les émotions, enfin ça peut nous indiquer une émotion comme la colère ou l'anxiété. Ensuite, on peut être attentif à nos pensées et à la manière dont nous interprétons les situations. On est seul responsable de ça. Nos pensées, elles peuvent déclencher des émotions. Par exemple, si nous avons une pensée négative, cela peut provoquer de la tristesse ou de la frustration. On peut être également attentif à nos comportements, tels que nos actions ou nos paroles, qui peuvent indiquer des émotions telles que l'enthousiasme, Pierre, la joie ou bien l'irritation. Enfin,
il est important de prendre le temps de réfléchir à nos émotions et de les nommer avec précision. Par exemple, on ne dit pas, enfin, plutôt que de dire, Alexia, je me sens mal, on peut dire, je me sens triste ou je me sens déçue ou je me sens inquiète. Ça peut nous aider à mieux communiquer nos besoins auprès de nos collègues ou bien de nos supérieurs hiérarchiques. Une fois que vous avez identifié vos émotions, donc comment les gérer? Alors, la communication non violente, vous vous souvenez, on en a parlé dans cette émission, il y a eu 2 émissions notamment sur la communication non violente, je vous invite à les écouter. C'est une méthode efficace pour gérer les émotions sur le lieu de travail. Elle consiste à communiquer de manière honnête et respectueuse en utilisant un langage positif et en évitant les critiques et les jugements. Par exemple, si vous êtes en colère contre un collègue pour avoir manqué une deadline, vous pouvez utiliser la CNV pour exprimer vos sentiments et trouver une solution constructive. Audrey, dans ce cas, tu pourras dire, je me sens frustrée car j'ai besoin de respecter les délais pour être en mesure de livrer le projet à temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble et pour éviter de manquer les délais à l'avenir? Voilà. Enfin, il est important de savoir comment gérer les émotions aussi des autres. On a parlé des vôtres, maintenant on va parler des autres. Si un collègue est en colère ou triste, Pierre, il est important de prendre le temps de l'écouter et de montrer de l'empathie. Vous pouvez utiliser des techniques telles que la reformulation ou le recadrage pour montrer que vous comprenez les sentiments de l'autre personne. Cela peut aider à renforcer la relation et puis à résoudre des conflits de manière efficace. Donc, en conclusion, les émotions, elles font partie, oui, de notre vie professionnelle et il est important de les reconnaître et de les apprivoiser. N'en ayons pas peur, puisque sans elles, nous serions fous. Merci Lydia pour cette belle conclusion pour le coup. Et en effet, tous tes bons conseils sont valables pour les juristes, bien entendu, et encore une fois, pour évidemment tout le reste du monde dans le monde du travail. Bien Merci sûr. en tout cas. Soyons modestes. Voilà, au loin du monde, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, merci pour ces 2 passionnantes chroniques, Pierre et Lydia. Et on a une question d'un auditeur, spectateur, participant du coup à notre émission. Je ne sais Notre plus ami comment on vous appelle. Bruno. Voilà, Bruno, exactement, qui a une question pour toi, Alexia. Bruno nous dit, je travaille beaucoup dans le domaine réglementé avec la gestion des autorisations d'exportation de matériel militaire ou bien à double usage. Et il aimerait savoir, Bruno, si, Alexia, toi, tu es contente de l'appui des pouvoirs publics dans la gestion des activités réglementées. Alors, en tout cas, on sait que c'est important de les leverager au maximum et donc on engage des ressources, on a recruté des personnes dans l'équipe dont c'est le métier et qui ont véritablement cette expertise. En fait, c'est pas juste des prises de contact ou des échanges informels. Ça, c'est une vraie expertise que de réussir à leverager et s'appuyer au mieux sur les pouvoirs publics. Après, c'est toujours du long terme. Ça peut être source de frustration parce que il y a toujours un décalage entre ce qu'on va entendre, ce que les pouvoirs publics vont nous dire dans le cadre d'un meeting, qui va de toute façon être toujours positif, et la réalité pratique ensuite, ou la capacité à faire évoluer les choses. Donc, c'est du temps long et de la frustration, mais il faut savoir gérer ça. Et après, c'est aussi une évidence, mais pour pouvoir travailler et obtenir au mieux l'appui des pouvoirs publics, il faut se poser la question de savoir ce qu'on a à leur apporter. Il faut d'ailleurs même être clair sur ce qu'on a à leur apporter avant d'aller chercher leur appui. Et par exemple, chez Conto, on joue évidemment beaucoup. Et quand je dis jouer, c'est pas négatif, mais en tout cas, on s'appuie sur le fait qu'on est une licorne et qu'il y a une volonté gouvernementale de faire grandir les licornes, notamment dans le cadre d'un enjeu de rayonnement de la France. Et donc, on sait ce qu'on peut apporter et on s'appuie sur ça pour réussir à engager un dialogue constructif, quoi. Mais c'est long, et il y a de la frustration, et évidemment, ça doit rester du donnant-donnant. Merci Alexia pour ta réponse apportée à Bruno. Donc j'espère que Bruno, tu as bien écouté la réponse d'Alexia. Moi j'ai une petite question à te poser Alexia parce que on sent hein, déjà que a priori c'est pas forcément un cauchemar, mais si ça paraît compliqué d'être dans un secteur réglementé. Mais c'est une question que j'ai posée il y a 2 semaines en fait à notre invité Ricard Archevêque et que je me permets de te la poser aussi.
Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer et c'est quoi le fun pour toi d'être dans une activité réglementée chez Conto? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît au quotidien? Alors, je pense que dans le fait de travailler dans une activité, enfin, ce qui me fait vibrer au quotidien, en réalité, c'est la croissance, les nouveaux projets, l'ambition de Conto et le développement de l'équipe. C'est quand même assez marrant de développer une équipe, 20 personnes, 20 personnalités différentes, tout le monde avec des qualités incroyables. Et ça, c'est... Et puis, on a l'impression d'avoir une responsabilité dans la création de cette équipe, et ça, c'est hyper satisfaisant. Pour répondre juste sur la partie réglementée, en fait, le fait d'avoir des contraintes, c'est aussi ce qui pousse à innover, puisqu'on doit euh, réussir à contourner ou faire mieux parce qu'il y a des contraintes, faire autrement parce qu'il y a des contraintes. Et donc, la partie, en tout cas, qui m'excite du fait de travailler dans une activité réglementée, c'est la capacité et l'obligation à être toujours innovant avec la réglementation. Et donc, ça, c'est assez marrant. Merci beaucoup, Alexia. C'était un plaisir de te recevoir dans l'émission. J'espère Merci que à tu as vous. passé un bon moment avec nous. En tout cas, on a passé Ouais, un très bon moment. merci. Ouais, super. Super. Eh ben, un grand merci à toi, Alexia, d'être venue et pour ton retour d'expérience enthousiaste et qui donne envie. Pierre et Lindia, merci pour votre enthousiasme constant à chaque émission. Et Lindia, tu as quelque chose à dire, je le sens. Oui, moi je voulais juste dire, je suis assez admirative, Alexia, de ton calme. Tu nous parles d'un domaine qui est quand même très complexe, avec beaucoup de douceur, de calme. Tu es hyper sécurisante, en fait, je trouve. Tu vois, ça c'est en termes de prise de parole et de communication. Je ne pouvais pas m'empêcher de te faire ce petit aparté. Et je ne sais pas si tu es comme ça tout le temps, mais en fait, c'est hyper agréable de t'écouter, de t'entendre. Bravo pour ça. Je ne sais pas comment tu fais. Bah non, Voilà, mais quel est ton bah, secret? non, c'est pas, c'est difficile d'être tout le temps comme ça, mais bah là, voilà, je me sens bien dans le Legal Club Sandwich. Et puis, c'est toujours agréable de partager un peu son expérience avec d'autres juristes, quoi. J'aime bien ça. Plaisir partagé parce qu'on sent vraiment que ça vient Ouais, ouais, c'est là, quoi. C'est très agréable. Mm. Merci. Merci à toi, Alexia. Et puis, on se retrouve le mardi 31 octobre. 31 octobre, c'est Halloween. Donc, si vous voulez vous parer de vos plus beaux chapeaux de sorcière, de vos balais, d'un masque, je ne sais quoi, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Pierre et Lydia ont prévu quelque chose, mais en tout cas, on en Je n'y ai pas reparlera. En tout cas, réfléchi, soyez mais présents. Pas encore, mais voilà, Ne Soyez lance pas présents pour Pierre. Ne une lance pas idée. Pierre sur cette idée, Audrey, s'il te oh, mais plaît. l'idée m'amuse. Je ne sais pas si je pourrais, mais l'idée m'amuse en tout cas. En tout cas, soyez présents le 31 octobre à midi pétante pour la prochaine émission. On sera à la numéro 61. Merci encore Alexia, merci Lydia et Pierre, Merci. merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. À très vite. À très vite. Merci. Bon appétit à tous. À bientôt. See the money won't stay, feed me